Dans un milieu bas, où l'ambition elle-même était sordide quand elle existait, Simone avait grandi à peu près seule et mis tant de temps à découvrir les dangers qui l'entouraient, qu'elle avait été même jusqu'à se laisser fiancer au fils d'un confrère de son père, comme si la perspective de devenir à son tour Madame la notéresse, une bonne épouse bien fidèle et une bonne mère de famille, avait été la perspective même du bonheur. Cette erreur n'avait pas été de longue durée. L'angoisse même où l'avaient plongé ses fiançailles lui avait été salutaire, et elle avait rompu le marché en attendant de rompre la mare. Elle avait bientôt su ce que cela voulait dire quand il parlait devant elle du bonheur, et tout ce que cette immonde hypocrisie recouvrait de mort une fois sur deux assassiné. Car il savait très bien assassiner, et il n'avait besoin pour cela ni du couteau, ni du poison. Leurs moyens étaient plus subtils. Ce qu'elle devait à Kaminski, c'étaient certaines évidences que sans lui elle n'eût découvertes que plus tard, et sans doute trop tard. Il lui avait fait gagner 10 ans, c'est-à-dire la vie. Elle ne serait pas victime. Depuis l'instant où elle avait pris cette résolution, elle n'avait cessé de réfléchir aux moyens qu'elle emploierait, tout en demeurant la petite provinciale et en continuant d'aller à la messe. C'est ainsi que, pour Simone, l'hypocrisie était devenue un axiome primordial en attendant de devenir une science. Elle ne cherchait pas à se justifier. Parmi les remarquables acquisitions qu'elle avait faites de Kaminski, elle avait appris que les justifications sont toujours des faiblesses ou des erreurs, et qu'entre l'emploi de l'hypocrisie et la perspective d'être égorgé, il fallait être fou et méprisable pour hésiter ne fût-ce qu'une seconde. Quant à la prétendue liberté des jeunes filles depuis la guerre, quelle plaisanterie! Ce n'était pas une raison parce qu'elles couchaient plus facilement avec des hommes, et encore était-ce bien vrai, pour qu'on se mît à penser qu'elles étaient soudain devenues libres. La vie n'était pas que cela. Les progrès de Simone étaient si grands qu'elle ne pouvait plus comprendre comment sa liberté pouvait dépendre des circonstances ou même des mœurs. Elle ne voulait la tenir que d'elle-même. Plus rien à brûler. Les lettres, les photos, faisaient maintenant dans la cheminée un petit amas de cendres qu'elle remua du bout d'un pique-feu. Bien. Ils pourraient toujours fouiller là-dedans après son départ. Ils en seraient pour leurs frais. Et puis d'ailleurs, quelle importance. Qu'il fait bon d'entrer dans une vie nouvelle, se dit Simone en se levant. Elle jeta un regard sur cette chambre où depuis si longtemps elle rongeait son frein. Comme c'est facile, murmura-t-elle. Il suffit d'agir et de suivre ses actes. Agir, pour le moment, signifiait pour elle monter à l'étage au-dessus. Les livres. Elle prit un luxueux exemplaire des Liaisons dangereuses, cadeau de Kaminski, enfermé dans une reliure mobile en maroquin. Elle ôta le volume qu'elle posa sur la table, prit la reliure et sortit sans bruit. La porte grinça à peine. Dehors, elle écouta. Rien. Rose, sans doute, n'était pas encore retrouvée, et quant à la mère, Dieu savait à quoi elle pouvait s'occuper. Prudente cependant, Simone écouta encore. Puis, assurée qu'on ne pourrait la surprendre, elle monta sur la pointe des pieds. Le tapis étouffait ses pas. Elle était très calme. Une espèce de colère lui vint quand elle pénétra dans le bureau de son père. C'était plein de son odeur, de son répugnant fantôme, des relents de tabac refroidi, de parfums à bon marché, on ne savait quoi, de louche. La pièce était basse, une espèce de grenier arrangé en studio, avec deux grandes fenêtres masquées de rideaux épais qui la rendaient sombre. Des livres, de gros meubles, des tableaux, des pouilles de clients. Elle s'avança résolument vers le bureau. À droite, le tiroir, avec dedans l'argent. L'idiot, il n'avait même pas songé à fermer ce tiroir à clé. Elle n'eut qu'à tirer. Les billets étaient là, plus en sûreté, croyait-il, que dans son coffre-fort. Tous les mêmes. Ils prenaient toutes sortes de précautions contre les voleurs, sans se douter un seul instant que leurs propres enfants. Elle sourit avec mépris, en tirant du tiroir 2 liasses de billets de 1000 francs. Les compter ? Pourquoi pas ? Elle les compta tranquillement, vérifia que chaque liasse contenait 50 billets. Elle fit du tout un paquet qu'elle ficela et cacha dans la reliure. Puis, aussi tranquillement qu'elle était entrée, elle sortit non sans avoir refermé le tiroir et vérifié qu'il n'y avait pas d'autre argent qui traînait. Voler, c'est ça qu'on appelait voler ? Elle était surprise que cela fût si facile et après tout si logique. Oui, il y avait dans tout cela une certaine logique. Il ne se figure pas tout de même, réfléchissait-elle, que je m'en vais arriver à Paris les mains vides et chercher du travail.
Simone !» Elle bondit à la rampe. « Oui ? À table ! Déjà ?» À peine était-il midi. Pour quelque raison inconnue, le déjeuner était avancé aujourd'hui. Elle descendit, son livre sous le bras. Son père et sa mère étaient déjà à table. On se disait rarement bonjour ou bonsoir dans cette maison. Ils déjeunèrent en silence, hormis le gros bourdonnement de la vieille horloge héritée, on ne savait plus de quel grand-oncle paysan et renier, et les bruits qu'ils faisaient eux-mêmes en avalant, en respirant, en maniant leurs couteaux et leurs fourchettes, en remuant, ce qui faisait grincer les pieds des chaises sur le parquet ciré. Maître Point lisait son journal qu'il avait appuyé contre une bouteille devant lui. Madame Point avait l'air de jouer à la dinette, avaler de tout petits morceaux de viande piqués au bout de la fourchette comme en rechignant, avec une mine de détenue de marque qui sait ce qu'elle se doit et proteste, comme elle peut, contre l'ordinaire de la prison. Simone avait posé à côté de son assiette son livre, et de temps en temps lui jetait un regard, souriait et fredonnait intérieurement. « N'est-ce plus ma main ?» Que pouvait-on fredonner d'autre avec sous les yeux ce chef-d'œuvre de Buffet Henri de pur style et ses étincelantes figures sculptées dans la porte centrale, ce jeune premier en culotte courte et fraise dentelée qui depuis combien de temps tendait la main à cette jeune première en longue robe et fraise elle aussi, mais décolletée. Oh là là! N'est-ce plus ma main que cette main presse, tout comme autrefois? Au-dessus du journal que lisait le père, apparaissait une chevelure blanche et salie de pellicule, un gros front rouge, 2 épais sourcils. Au bout de sa lourde main carrée, il tendit un verre sans lever les yeux. Simone y versa du vin. Glou-glou. Tic-tac. Eh bien, est-ce qu'il n'en était pas ainsi tous les jours, au foyer du notaire? D'un geste sec, la mère s'essuya les lèvres. Pourquoi? Bien sûr, elle n'y avait rien laissé traîner. Comique, pensa Simone. Chacune des bouchées qu'avalait la mère devait se ranger sagement dans son estomac comme les chemises dans son armoire. Rayon féculent, rayon bidoche. C'est ma mère, ça. Des cheveux de cendre blanchis comme de poudre, et sous le front butoir, 2 fentes jaunes les yeux, 2 taches de plâtre, les pommettes, dans la brique des joues. Elle avait appris, la chère femme, dans la correspondance du Petit Écho de la mode, que mi-partie de glycérine, mi-partie d'eau simple, voilà ce qui vaut mieux que la plus réputée des crèmes et coûte 3 fois rien. Une application le matin, une couche de poudre. Allons en paix. Mais elle en mettait toujours trop, et la poudre collait comme un empois. Savoir se maquiller est un art, mais celui des femmes perdues, et pour sûr, elle ne le leur enviait pas. Sa petite recette économique et sa poudre à bébé, elle ne se permettait rien de plus. Et sa bouche fripée n'avait jamais connu le rouge, pas même au temps lointain de sa jeunesse, quand elle avait dû être amoureuse, et qu'elle s'était jetée au cou de ce monsieur si profondément absorbé dans la lecture de son journal en s'écriant, comme dans Hernani, « Vous êtes mon lion, superbe et généreux !» Son menton lisse, dur comme un caillou de mer, ne formait qu'un bloc avec l'été des mâchoires et les vastes cadenas des oreilles. Pour le reste, Madame Point, la notéresse, était une robe noire, depuis le cou jusqu'à la pointe des pieds invisibles sous la table, un personnage mince et trottinant, mécanique, un peu voûté, dont la main, par erreur assez fine, s'occupait en ce moment à faire monter et redescendre sans arrêt un coulant en or, le long d'un sautoir en or passé à son cou de vieux poulet. Le caractère de la notéresse offrait ce trait particulier, et peut-être assez rare, que ses silences étaient aussi appliqués que ses bavardages, ce qui faisait dire à Simone non pas « maman se tait », mais « maman s'est mise à se taire » ou encore « maman compte ». En effet, quand la notéresse se taisait, comme en ce moment, son visage prenait aussitôt l'air hargneux d'un enfant qui s'est juré de compter jusqu'à 10 000 sans boire et voudrait bien ne pas être interrompu. Il était alors impossible de lui arracher un mot, ni par jeu, ni par surprise. À toute parole qu'on lui adressait, elle répliquait par un regard de pierre, réprobateur et hautain, le regard même par quoi elle eût fait rentrer sous terre l'impudent qui lui soufflait à l'oreille quelques propositions déshonnêtes. Le pape, qu'elle adorait, y eût perdu sa papauté.